Alors, la croissance économique, elle est conventionnellement mesurée par la croissance du produit intérieur brut, hein, c'est-à-dire de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la partie de la production qui ne vient pas de consommation intermédiaire, c'est-à-dire consommation d'énergie, de différentes consommations qui sont nécessaires pour produire. Alors, cette mesure conventionnelle est très fortement, d'abord compliquée, même si ça a l'air simple, et ensuite critiquée. Compliqué parce qu'il faut introduire dans la mesure du produit intérieur brut d'un pays les effets liés à l'amélioration de la qualité des biens et des services. Hein. Donc on décide que quand la qualité des biens et des services s'accroît, ceci est du produit intérieur brut et donc ça augmente la croissance. On sait faire ça à peu près pour les biens les plus standards. Si votre voiture a des fonctions, votre ordinateur a des fonctions supplémentaires, on va décider que ceci, c'est du produit intérieur brut en volume, hein, donc c'est de la croissance. On sait faire ça très mal pour les services, et c'est un grand débat aujourd'hui. On est dans des économies qui sont essentiellement des économies de services, et la croissance n'intègre pas une mesure de l'amélioration de la qualité des services. Donc on a déjà un très grand problème de mesure. Deuxième problème de mesure qui est souvent mis en avant et qui est dans l'autre sens, c'est que le PIB n'intègre pas la mesure des externalités environnementales. Hein, c'est-à-dire que quand on émet du CO2 ou quand on pollue l'air ou l'eau, etc., par les activités économiques, ceci n'est pas soustrait du produit intérieur brut. Il y a quelques pays, la Chine en particulier, font des efforts pour calculer un produit intérieur brut corrigé des externalités sur l'environnement. Bon, mais ça reste assez arbitraire, mais c'est une seconde critique. Hein, c'est que notre PIB ne tient pas compte de toutes sortes des effets négatifs qu'on pourrait introduire d'autres effets, on pourrait dire sur la santé, enfin voilà. Donc c'est une mesure assez conventionnelle et il va se poser dans le futur un troisième problème de mesure sur la croissance qui est que si les activités non marchandes se développent, tout ce qu'on appelle l'économie collaborative, ce sont ces activités où les individus s'échangent entre eux des services sans qu'il y ait de transfert monétaire, hein, donc sans qu'il y ait de paiement, des échanges gratuits, ceci non plus ne sera pas dans le produit intérieur brut. Hein. Donc il faut se rendre compte que quand on travaille empiriquement sur la croissance ou qu'on fait des comparaisons internationales de croissance ou qu'on s'interroge sur les gains de productivité, on part d'une mesure qui est objectivement scientifique, mais qui est sans doute qui pose de gros problèmes de mesure, de gros problèmes de champ. Il y a des choses qu'on ne met pas dedans, il y a des choses qu'on devrait mettre dedans et qu'on ne met pas. Donc c'est une mesure assez conventionnelle. Cela étant, par rapport à d'autres problématiques, cette mesure que nous avons du produit intérieur brut est à peu près la mesure de ce que les États savent taxer. Hein, et donc, si on s'intéresse à des questions qui sont par exemple les questions d'équilibre des finances publiques ou de financement des systèmes de protection sociale, le produit intérieur brut et la croissance telles qu'elles sont mesurées sont assez proches de ce que l'État pourra avoir comme base fiscale pour financer la protection sociale. Donc, ce n'est pas non plus un concept complètement inutile. L'analyse de la croissance, c'est quelque chose qui, d'abord, date il y a très longtemps dans l'analyse économique, qui reprend aujourd'hui d'ailleurs une vie nouvelle, hein, avec les problèmes de très faible croissance que nous observons dans l'économie mondiale depuis quelques années. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas du tout ici de l'analyse des fluctuations cycliques. Il y a bien sûr aussi tout un corpus académique sur les causes des cycles, hein, mais l'analyse de la croissance, c'est plutôt l'analyse de ce qui fabrique de la croissance à long terme. Alors ça remonte assez loin, hein. Les premiers modèles sont des modèles, les premières fois qu'on a modélisé cela sont des modèles néoclassiques de croissance, hein, avec l'idée de base, mais qui est quand même absolument centrale et qui est géniale d'ailleurs, hein, c'est que la croissance, ça vient de l'accumulation des investissements qui sont la partie de la production qu'on se résout à ne pas consommer. Hein. Et donc ça, c'est quand même le point de départ de l'analyse de la croissance. Ensuite, on aura eu des modèles sur l'optimalité de la croissance, c'est-à-dire justement quel est le niveau optimal de partage du revenu chaque période, chaque année, entre la partie du revenu qui est consommée et la partie du revenu qui est investi, c'est-à-dire quel est le taux d'épargne optimal dans une économie. Et ceci est encore regardé de très près. Si vous lisez le livre de Piketty, finalement, c'est un livre sur la théorie de la croissance. On nous explique une anomalie qui est que la croissance aujourd'hui est associée avec un taux de croissance qui est plus bas que la productivité marginale du capital, qui est une vieille chose qui montre simplement qu'on n'a pas accumulé assez de capital dans l'économie et donc on a une productivité marginale du capital trop élevée. Donc voilà, donc il y a une succession d'analyses qui toutes essaient d'abord de comprendre ce qui est à la base de ce processus de croissance à long terme.
et ensuite d'essayer de trouver une règle normative. Alors la règle normative la plus utilisée, c'est celle que j'évoquais brièvement à l'instant, qui vient des modèles de croissance optimale, c'est-à-dire c'est la fameuse règle d'or qui dit qu'à toutes sortes d'imperfections près, normalement, le taux d'intérêt qui représente la productivité marginale du capital doit être égal au taux de croissance. Et que si on a une déviation entre le taux d'intérêt et le taux de croissance, qui est à nouveau la base du raisonnement de Piketty, alors on a une anomalie et on a une croissance qui est soit pas assez capitalistique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas assez d'efforts d'épargne pour accumuler du capital et on n'a pas assez de croissance, soit trop capitalistique, c'est-à-dire qu'on épargne trop, on a trop de capital et on se prive bêtement de consommation à court terme. Donc voilà la base du raisonnement, et à nouveau, même si c'est vieux, ce sont des raisonnements qu'on regarde encore extrêmement près aujourd'hui. Par exemple, il y a des gens qui travaillent depuis de nombreuses années sur le fait que la croissance chinoise est une croissance beaucoup trop capitalistique, c'est-à-dire que les Chinois épargnent beaucoup trop, accumulent beaucoup trop de capital, et que c'est complètement sous-optimal par rapport à un modèle de croissance où ils seraient beaucoup plus économes en capital et ils pourraient consommer davantage à court terme. Donc voilà, donc ces vieux modèles ont encore des applications concrètes extrêmement importantes. Alors parce que, alors à nouveau, acceptons la mesure conventionnelle du produit intérieur brut et de la croissance, parce qu'on observe que les gains de productivité, c'est-à-dire la croissance pour chacun des salariés, enfin pour chacun des actifs qui sont aujourd'hui dans nos économies essentiellement des salariés, ce qu'on appelle donc la productivité par tête, augmente de moins en moins vite au cours du temps. Et donc, dans les années 60, dans la plupart des grands pays de l'OCDE, ce qui inclut la France, l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, enfin la plupart des grands pays de l'OCDE, la productivité augmentait d'à peu près 4% par an. C'est-à-dire que chaque salarié, chaque année, produisait 4% de plus de produit intérieur brut, de production que l'année précédente. Et puis, au cours des décennies, ce chiffre a continuellement diminué, et on arrive aujourd'hui à des gains de productivité qui sont, suivant les pays, compris entre 0 et 1. Alors, ce qu'on regarde après, c'est la croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance de long terme que sait faire une économie. La croissance potentielle, alors on peut raffiner le calcul, mais essentiellement, c'est la somme des gains de productivité, c'est-à-dire de la productivité, de la croissance de la production de chaque individu, et je dirais après pourquoi ceci existe, et du nombre d'individus au travail, donc qui est une variable démographique, ou qui dépend aussi des institutions. Par exemple, si on change l'âge de la retraite, on va changer le nombre d'individus au travail. Et quand on fait ce calcul, on trouve que dans un pays comme la France, par exemple, en étant très optimiste et en mettant tout au mieux, la croissance potentielle est de l'ordre de 1% par an, alors que dans les années 80, elle était de l'ordre de 3% par an. C'est-à-dire que notre capacité à croître a considérablement diminué. Donc la cause, c'est le recul des gains de productivité, c'est-à-dire, et c'est une cause extrêmement bizarre. C'est quelque chose qui rend perplexe beaucoup d'économistes et d'analystes et d'historiens, parce qu'en même temps, nous avons donné de plus en plus de capital à chaque salarié. Quand on regarde les chiffres, chaque salarié, au cours du temps, a eu de plus en plus de machines, au sens très large, pour produire. Et donc, normalement, si chaque salarié dispose de plus de capital pour produire, sa productivité devrait augmenter plus vite. Or, elle ralentit. Donc, il y a quand même une contradiction complète entre le fait que nous sommes dans des économies qui sont de plus en plus capitalistiques et que la productivité du travail ralentit. Et la deuxième, évidemment, chose qui perturbe beaucoup les analystes, c'est qu'on est dans le monde du numérique et du digital, avec l'idée qu'on a un progrès technique tout à fait considérable qui vient de la numérisation, qui va venir des robots, et qu'il n'y a en même temps aucun signe que le digital ait eu, et Internet, qui commence dans les années 90, ait eu aucun effet, au contraire, sur les gains de productivité. Donc les gains de productivité et la croissance potentielle continuent à ralentir, alors même qu'on numérise l'économie, ce qui évidemment pose un problème de compréhension majeur.